Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 22 mars 2019. Voici le programme du soir. Je recevrai les représentants de l'EHPAD des Blés d'Or pour évoquer l'avenir de l'établissement et le quotidien des aides-soignants. Nous partirons ensuite à l'aventure avec Estelle et Antoine du site Esprit Outdoor. Ils nous raconteront leur road trip sur le continent américain. Enfin, Camille sera avec nous pour ses bons plans. Mais avant tout cela, je reçois Fanette pour les titres du JT. Salut Fanette. Victoria. Dans le JT tout à l'heure, on parle d'une prime pour les troupes de montagne. Voilà, c'est ce qui est venu notamment annoncer hier la ministre des Armées Florence Parly. Elle a rendu visite aux chasseurs alpins du 27e bataillon dans le bassin annécien et donc elle a effectivement annoncé la création d'une prime de technicité. Ça va de 150 à 350 euros par mois si je ne me trompe pas, donc on l'entendra tout à l'heure dans le JT. Et on revient sur la journée mondiale du sommeil. Voilà, c'est aujourd'hui, donc après on va aller dormir. Et donc 4 Français sur 10 souffrent de troubles du sommeil, ce qui peut poser problème au quotidien. Et un des 6 laboratoires de la région est installé au centre hospitalier Alpes-Léman. Donc Jean-Paul Crespi a été voir un petit peu ce qui s'y passe. On verra ça tout à l'heure, mais d'ici là, tu restes avec moi pour la revue de presse. Et on commence avec un point sur les routes. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Alors oui, alors je pensais pas à ça, mais puisque les deux sont les routes, ça marche aussi. Donc effectivement, on s'attend à un week-end un peu chargé sur les routes. Samedi a été classé jaune dans le sens des allées et des retours pour les stations en Savoie. 175 véhicules sont attendus ce week-end, prévient la préfecture de Savoie sur sa page Facebook. Et donc là, tu peux le voir avec les petits schémas. On peut attendre des bouchons samedi après-midi dans le sens des arrivées en station et le matin dans le sens des retours. Donc voilà, éviter les grands axes Chambéry, Albertville et la Tarentaise. Et 175 000 véhicules, je ne sais plus ce que tu as dit. J'ai dit je ne sais plus ce que j'ai dit. Tu as dit 175 000 véhicules. On continue sur les routes. On continue sur les routes avec le nœud autoroutier de Chambéry qui va faire l'objet d'un gros chantier. D'ailleurs, on en parlera, j'en profite également dans le JT puisqu'il en a été question ce matin lors du vote du budget au département de la Savoie. Donc on verra un sujet sur ce vote du budget dans le JT. Et donc là, on en parle, c'est la Vie Nouvelle qui fait le point, puisque la préfecture a déclaré d'utilité publique le projet, ce qui va permettre les expropriations des terrains, etc. 60 000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne la barrière de péage de Chambéry-Nord. Le projet vise à dissocier les flux de trafic depuis la voie rapide pour accéder aux 2 autoroutes, à ouvrir une voie supplémentaire sur la VRU et aménager les alentours. Il y a aussi un projet de zone industrielle à côté. Donc pas mal de choses. Les travaux ont débuté pour le moment un peu à la marge. Le gros du chantier démarrera au printemps prochain avec la création de la nouvelle bretelle vers Annecy. Et la mise en service est-elle prévue en 2022. Donc voilà, mais je pense qu'on essaiera d'y revenir dans le JT, mais c'est compliqué d'avoir des intervenants sur ce sujet. Donc on ne lâche rien. Et puis toi, tu vas nous parler d'une journée importante, la journée mondiale de la trisomie 21. Oui, c'était hier. Alors j'ai un petit peu de retard, mais je tenais quand même à en parler parce que tu as peut-être vu, Fanette, sur les réseaux sociaux, des chaussettes dépareillées envahir la toile. C'était un signe, c'était le symbole de la différence, une façon d'attirer l'attention, de sensibiliser sur ce syndrome de la trisomie 21. De nombreux médias en ont parlé. J'ai retenu notamment le Huffington Post qui rappelle l'utilité d'une telle journée. Il y a encore beaucoup de clichés. C'est donc toujours important évidemment d'en parler. 50 000 personnes en France sont touchées par cette maladie. C'est aussi utile d'en parler parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'intégration à la société, dans le travail, à l'école. J'ai également retenu un article du Dauphiné Libéré qui revient sur la mobilisation des élèves et des personnels du lycée Saint-Bruno. On les voit sur cette photo, c'est à la Tour du Pin en Isère. Ils ont donc tous porté des chaussettes dépareillées en signe de soutien et de tolérance et ils ont immortalisé ce moment, donc une belle mobilisation pour cette cause.
Et puis, on termine avec Marie Bochet, dont on ne cesse de parler puisqu'elle ne cesse de gagner. Exactement, la Coupe du monde de ski handisport s'est déroulée cette semaine du côté de Morzine et donc les Français ont brillé avec deux stars. Donc tu l'as dit, Marie Bochet et Arthur Bochet. La page Facebook de l'équipe de France handisport nous donne leur palmarès. Donc Marie Bochet a remporté sa 91e victoire en Coupe du monde tout de même. Elle obtient le gros globe de cristal pour la 7e fois de sa carrière. Elle remporte aussi les petits globes en super G et en géant. La Beaufortaine a donc tout remporté cette saison. Et puis chez les hommes, Arthur Bochet, 18 ans seulement, il remporte lui son premier gros globe de cristal. Il a aussi gagné les petits globes en géant et en super G. Donc félicitations à eux. Bravo à eux. Ils sont de la même famille ou pas? Ah non, ça Alors s'écrit non, pas pareil. voilà, c'est deux noms de famille différents, très proches, mais ça s'écrit pas pareil. Merci Fanette, à tout à l'heure pour le rappel des titres. Et d'ici là, on ouvre une page dans l'actu avec mes premiers invités qui sont Laurence Dintrono et David Dubonnet. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Alors, vous êtes secrétaire du syndicat de l'EHPAD des Blés d'Or, Laurence Dintrono, et monsieur le maire de Barbera, donc une des communes qui fait également partie de ce syndicat. Et avec vous, on va évoquer principalement deux sujets, l'avenir des Blés d'Or et puis les conditions de travail des aides-soignants dans les établissements comme le vôtre. Première question, pourquoi les conditions de travail sont-elles toujours en train de se dégrader malgré les appels au secours, les manifestations? Rien ne bouge? Oui, bonjour. Donc effectivement, rien ne bouge et je pense que le seul problème que nous avons, c'est le financement de nos EHPAD. Et tant qu'on ne nous donnera pas les moyens et surtout des postes supplémentaires pour exercer au mieux nos missions, je pense qu'on tourne en rond et qu'on n'y arrivera pas. Hein, non. Alors, quelles sont les principales difficultés toujours de ce personnel soignant? Eh bien, effectivement, c'est un métier qu'on aime. Je pense qu'on peut parler presque de vocation pour ceux qui restent dans ce métier. Sauf que quand vous apprenez votre métier et quand vous voyez les conditions qu'on vous laisse, le temps qu'on vous laisse pour vous occuper, par exemple, des personnes âgées, c'est impossible. La journée, c'est pas possible de faire une toilette en 10 minutes, du lever. On devrait leur laisser l'autonomie pour descendre, pour aller manger. Eh bien, pour aller plus vite, on prend un fauteuil roulant. Le temps de repas, la plupart des gens ont besoin d'aide et il n'y a pas assez de personnel pour assurer, pour que le résident puisse manger correctement. Donc, tout est fait. Alors, du mieux possible, hein. Il y a une conscience professionnelle et je pense que même la ministre l'a dit, on joue sur la conscience professionnelle des agents. Mais au bout d'un moment, il y a une saturation et voilà. Donc la situation se dégrade. En plus, c'est une filière qui est mal rémunérée, pas reconnue financièrement. Donc effectivement, on se rend compte que les jeunes, de plus en plus, ils ne restent pas longtemps chez nous parce que déjà, ils sont un petit peu... pour nous, c'est une maltraitance institutionnelle, étant donné qu'on ne nous donne pas les moyens à la hauteur des besoins. Laurence Dintrono, vous êtes également secrétaire des services publics et de santé en Savoie. Est-ce que vous faites le même constat dans tous les établissements? Oui, la souffrance est la même. Et on a même des agents qui nous disent, même avant les salaires, on voudrait plus de postes. Pour vous dire un petit peu la souffrance qu'il y a dans les établissements. Alors même en jouant avec la conscience professionnelle, au bout d'un moment, il y a de plus en plus de maladies. D'arrêt maladie parce qu'on se remplace, on ne trouve personne, il y a de l'usure professionnelle, c'est un métier qui est quand même difficile moralement et physiquement, et tout ça n'est pas pris en compte. Vous êtes également secrétaire donc, du syndicat de l'EHPAD des Blés d'Or, situé à Saint-Baldoff, d'une capacité de 80 lits, et il est géré depuis 28 ans par ce syndicat intercommunal à vocation unique, un SIVU. Mais l'État a estimé que ce syndicat ne pouvait plus gérer cet établissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, à notre grande surprise, effectivement, début 2018, le préfet nous a écrit comme quoi notre EHPAD n'avait plus la gestion administrative. Le SIVU n'avait plus compétence de la gestion administrative et qu'il fallait trouver une autre solution. Donc je ne vous cache pas une très grande inquiétude pour le personnel, une grande solidarité aussi entre les familles, les résidents, parce qu'on est un EHPAD de proximité, familial, hein, qui est connu et reconnu depuis 28 ans, avec une qualité de soins qui n'est plus à prouver, sans problème financier, enfin qui n'a jamais eu de problème.
Et donc aujourd'hui, une remise en cause de cet établissement, on ne peut pas l'entendre et on ne l'entendra pas jusqu'au bout. Hein. Donc effectivement, on a œuvré toute l'année 2018 par plusieurs rendez-vous auprès des maires, auprès de l'ARS, du conseil départemental, pour essayer de comprendre, trouver des solutions. Étant donné qu'on ne savait pas, alors on n'a pas pu le reprendre en CIAS, en centre intercommunal d'action sociale, étant donné que Grand Chambéry n'a pas repris les compétences sociales. Donc c'est vrai que ça a été très très dur pour nous et on s'est mobilisé pour faire voir qu'il y avait une solidarité pour rester une fonction publique territoriale. Donc là, il n'y a pas de problème. En plus, nous sommes sur 53 agents, nous sommes 35 titulaires ou stagiaires et 33 ont fait le choix de signer les pétitions en disant « nous resterons agence service public territorial. On a les compétences, on a la formation, on a la qualité de soins et pour nous, ça doit relever des missions du service public. Hein, l'État ne peut pas se désengager aujourd'hui de la prise en charge des résidents. C'est pas possible. Et puis pourquoi effectivement, nous sommes attachés aussi aux valeurs du service public hein, qui donne un accès pour tous et surtout aux plus démunis sans bénéfice avec tous les reportages qu'on voit actuellement. Voilà, on sait jusqu'où ça peut aller. Nous, on n'a pas les mêmes objectifs. Hein, les valeurs du service public, c'est nos écoles, les crèches, l'hôpital. Hein. On vous demande la carte vitale et pas la carte bleue. Différence entre le public et le privé. Voilà. Monsieur Dubonnet, vous êtes le maire de Barbera, une des communes qui fait partie du syndicat qui gère l'EHPAD. Comment vous envisagez l'avenir de cet établissement ? Alors, tout d'abord, effectivement, comme il a été dit, aujourd'hui, nous sommes placés devant un choix qui comporte soit la fonction publique hospitalière, soit le privé, soit effectivement la possibilité d'une reprise par un CCAS. Barbera étant l'une des communes fondatrices de cet établissement, de cet EHPAD sur Saint-Baldoff, dans le cadre du CIVU. Nous souhaitons, deux points principaux finalement, être dans la continuité de cet héritage, poursuivre, puisque nous en sommes membres et gestionnaires depuis sa création en 91, et puis à l'initiative à partir du milieu des années 80, avec beaucoup de Barberasiens qui ont ensuite été suivis à l'échelle du canton par l'ensemble des communes. Donc la base de cet établissement, c'est la fonction publique territoriale. Devant les enjeux qui sont présentés, c'est ainsi que nous avons souhaité nous positionner pour dire nous, on présente une option avec une reprise par le CCAS de la commune de Barbera. Donc il y a d'abord tout simplement finalement la continuité de la gestion qui s'est toujours impeccablement bien passée. Et puis après, il y a aussi la défense finalement d'une conviction que la fonction publique territoriale, elle est très diverse, elle est très variée puisqu'elle est publique et effectivement elle s'exerce dans un grand nombre de domaines. Et sur le plan de la santé, des soins, et de la vieillesse, eh bien finalement elle a toute sa place puisqu'il y a un large réseau de CCAS ou de CIAS, donc qui sont des fonctions publiques territoriales, dont dépendent des EHPAD. Donc on se place là-dedans, dans cette continuité qui a été pionnière à l'époque, qui n'était pas forcément la plus évidente. On avait plutôt les hospices, ou le privé après s'est développé aussi au fur et à mesure de l'enjeu sociétal du baby-boom qui se transforme en papy-boom. Voilà. Donc on est vraiment au cœur d'un enjeu de société et je n'imagine pas que la puissance publique, institutionnelle, communale ou intercommunale, ne puisse pas en faire partie comme elle en a toujours fait partie sur maintes sujets. Ce serait finalement la meilleure solution, selon vous, cette reprise par la mairie de Barbera, de l'EHPAD ? Alors, comme nous sommes déjà dans le tour de table et que nous sommes déjà gestionnaires avec nos collègues des 4 autres communes du canton, puisque nous sommes 5, effectivement, tout cela coule de source. Et c'est donc effectivement cette défense du service public territorial. Et puis de dire aussi aujourd'hui, dans le contexte plus général, vous le disiez tout à l'heure, les EHPAD, les maisons de retraite, ces établissements font aussi beaucoup parler d'eux parce que c'est vraiment un sujet de société. Dans le même temps, aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de la proximité du local parce qu'on voit que tout ça nous échappe et qu'il faut toujours être plus gros. Des plus gros hôpitaux, des plus grosses maisons de retraite, tout doit être plus gros au niveau des entreprises, etc. Et on le sent bien à travers les mouvements sociétaux justement qu'il y a aujourd'hui. Et moi,
En tant que maire, donc on est petit, on est local, je défends aussi cette proximité, cette connaissance du territoire, cette action oui, locale, c'est-à-dire que en fait, le message qui est passé, c'est faites-nous confiance au lieu de toujours tout décider en haut. Nous l'avons prouvé depuis plusieurs décennies que nous étions tout à fait capables d'adapter les règlements nationaux, voire de les favoriser, et de rendre un service de proximité qui est un service qui essaye d'être le moins marchand possible et d'accueillir tout le monde. Pour terminer rapidement, à quelle date on saura, on sera un petit peu plus fixé sur l'avenir de l'EHPAD? Alors au départ, tout cela devait être terminé pour la fin de l'année précédente et être acté à partir du 1er janvier. Et puis finalement, il y a eu quelques atermoiements qui font qu'aujourd'hui, une décision doit être prise d'ici l'été pour être effective à partir du 1er janvier de l'année prochaine. On suivra en tout cas votre actualité. Merci beaucoup Laurence Dintrono et David Dubonnet d'avoir été avec nous sur le plateau d'Accès Direct et à bientôt. Merci beaucoup. On va ouvrir à présent une page aventure avec nos deux invités suivants, Estelle et Antoine du site Esprit Outdoor. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vos passions, ce sont les voyages, la photo, les sports outdoor aussi. Comment vous avez débuté l'écriture de votre site Esprit Outdoor? Alors, on a commencé Esprit Outdoor 6 mois avant de débuter un grand voyage qu'on a fait. Donc, on est parti 16 mois en voyage du Canada à l'Argentine. On a traversé toute la route panaméricaine. Et du coup, on a décidé, on va dire 6 mois avant, de créer cette page pour partager un petit peu ces histoires. On faisait déjà beaucoup de sport avant et vu qu'on voulait continuer pendant ce voyage, on s'est dit que c'était un bon moyen de partager de belles aventures, de partager des histoires. Et c'est comme ça que ça a débuté. À quel moment vous avez décidé de partir, de faire ce road trip de 16 mois? Alors, nous étions encore étudiants, donc on était encore dans les études et on s'est dit, en terminant les études, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs. Donc, on s'est dit, allez, on part. On ne savait pas trop où. Moi, je préférais aller en Amérique centrale et Antoine, lui, préférait aller en Amérique du Nord. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi ne pas faire toutes les Amériques et conduire du Canada jusqu'à l'Argentine. C'est ça, vous êtes parti de Vancouver jusqu'à Ushuaia. Comment vous avez rallié ces deux points? Alors, on a acheté un véhicule, un petit camping-car, on va dire, qu'on a acheté à Vancouver. Et on a fait les 43 500 km, en tout, il y en a moins, mais nous on a fait 43 500 km jusqu'à l'Argentine. Donc c'est la route panaméricaine qui est presque tout le temps roulable, il y a juste un endroit où on doit mettre la voiture dans un bateau. Mais à part ça, c'est que de la route, et puis aussi des beaux moments, des beaux paysages très très variés entre l'Amérique centrale avec des paysages beaucoup plus proches de la mer, l'Amazonie ou les paysages un petit peu d'Amérique du Nord, les canyons, etc. Et l'Amérique du Sud avec les volcans, les icebergs, etc. Donc c'est vraiment des paysages très très différents. Des moments, des paysages que vous partagez sur vos réseaux sociaux. On va regarder justement un court extrait d'une des étapes, c'était au Pérou. Des paysages qui font rêver. Vous, votre spécificité, c'est que vous alliez le voyage au sport outdoor. Comment on fait? Quel a été votre programme, vos trucs, on va dire, pour pouvoir pratiquer ces sports à l'autre bout du monde? Alors, quand on est parti, on a pris avec nous tout notre équipement de sport outdoor. Donc, on avait une slackline de 120 mètres, on avait notre matériel d'escalade, on avait vraiment tout ce qu'il fallait, des skis de randonnée aussi. Donc, on s'est dit, voilà, on part en voyage, mais on avait vraiment envie de pratiquer les sports outdoor. Donc, on a tout pris avec nous et comme on adore la montagne et les sports outdoor, c'est vrai que tous les paysages qu'on a vus s'y prêtaient bien.
Et on a quand même pu réaliser une highline à combien c'était d'altitude? 5000 d'altitude. À 5000 sur des d'altitude. dunes de On a sable. fait entre une dune de sable aussi, donc on s'est vraiment bien éclaté. Quels sont vos plus beaux souvenirs, justement? Bon, il y en a plein, je pense. C'est vraiment ça. C'est pas des pays qu'on a préférés, c'est plus des souvenirs qui nous ont marqués. Les plus beaux souvenirs en général sont les plus simples, c'est-à-dire justement en pratiquant les sports outdoor, en se bougeant un petit peu, en marchant, allant à des endroits qui sont un peu moins touristiques, un peu plus reculés, ben, en général on se retrouve dans des situations, dans des endroits où on sent qu'on a mérité d'être ici, parce qu'on a marché beaucoup, parce qu'on n'a pas forcément suivi les guides ou les endroits touristiques. Et d'un coup, on voit quelque chose et on sent qu'on mérite cette chose. Et ça, c'est des beaux souvenirs. Après, il y en a tellement, mais ça peut être d'un volcan en éruption, camper en face d'un volcan en éruption, dormir à côté d'icebergs qui craquent toute la nuit et où on a vraiment un bruit très spécial. Ou simplement des moments de route aussi, même si ce n'était pas toujours une partie de plaisir la route, mais bon, on a quand même ce sentiment d'avancer tout doucement en fait. Et puis je rajouterais aussi que le voyage, c'est aussi les personnes qu'on a rencontrées. On a rencontré des personnes qui étaient formidables, qui nous ont beaucoup appris. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que les paysages, il y a aussi les personnes qu'on a rencontrées qui a fait que chaque moment était unique aussi. L'idée, c'est aussi de pousser les gens, enfin de partager avec eux vos souvenirs, de les pousser à voyager autrement. Plus proche de la nature, je pense. Après, chacun a son type de voyage. Chacun peut voyager différemment. Nous, on est très peu, on n'aime pas trop les villes. On a fait très peu de villes. Mais montrer en tout cas qu'il y a plein de choses à voir de partout, que la planète, elle est formidable. Et qu'en sortant un petit peu de ces sentiers battus, eh ben, on arrive à trouver des choses qui sont beaucoup plus authentiques. Et ça, c'est dans tous les pays du monde, quoi. Quels sont vos projets maintenant? Est-ce que vous allez repartir? Alors, on a déjà fait un grand voyage d'1 an et demi, donc on va pas repartir tout de suite. On a des petits voyages qui sont prévus, mais pas autant de temps que ça. L'objectif, là, on a lancé notre entreprise qui s'appelle Esprit Outdoor. Et donc, on va un petit peu tourner autour de ça aujourd'hui. On peut aussi vous suivre sur votre page Facebook, vos réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les différentes pages? Exactement, donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et nous avons aussi un site web Esprit Outdoor. Vous retrouvez toutes nos aventures, on poste toutes nos photos et voilà, c'est assez de vidéos aussi, donc tout est tourné autour du sport outdoor et de la nature. Et ça fait rêver en plus. Merci beaucoup Estelle et Antoine pour ce carnet de voyage. On vous souhaite en tout cas encore plein d'aventures. Merci à beaucoup. À bientôt. On va passer à notre rubrique consacrée aux idées de sortie pour le week-end et j'accueille pour cela notre chère Camille. Camille Copin qui revient comme Salut. chaque vendredi. Salut Camille. Ça va? Ça va et toi? C'est la fin de semaine. Tout va bien. Tout va bien. Alors on commence Camille avec un festival de musique de chambre à Aix-les-Bains et Chambéry. Exactement, ça a commencé hier et ça continuera jusqu'au 7 avril. La Brèche, en fait, c'est une association qui a été fondée en 2015 à Aix-les-Bains, qui est dédiée à la promotion de la musique de chambre. Le concept pour ce festival, c'est d'investir les lieux les plus remarquables de la région, donc à Chambéry, au Bourget-du-Lac, à Aix-les-Bains. Ça se passe dans les musées, les théâtres, les anciens thermes en pleine nature, ça se passe un petit peu partout. L'idée, c'est de toucher des publics différents, de surprendre aussi. Et au niveau des tarifs, on a des spectacles qui sont parfois gratuits et ça peut monter jusqu'à 37 €. On a aussi des passes semaines et des passes pour tout le festival. Il est encore temps, hein, ça a commencé seulement hier. Et vous pouvez retrouver un petit peu plus d'informations sur le site labrèchefestival.com. On poursuit avec un festival organisé par les étudiants, pour les étudiants, sur les campus de l'Université de Savoie. Exactement, c'était un mois du 8 mars au 11 avril, pardon, je m'embrouille. C'est le mois des arts et de la culture pour l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ça se passe donc sur les 3 campus de l'université. Il y en a un à Annecy, un au Bourget-du-Lac et un à Chambéry. Et dans les lieux partenaires qui s'y prêtent, il y a plus de 50 événements qui sont ouverts à tous et gratuits ou en tout cas à petit prix, parce que comme tu le disais, c'est aussi fait pour les étudiants, donc petit budget oblige. Il y a du théâtre, de la danse, des projections, des DJ sets, des ateliers, des conférences, pas mal de petites choses. Et l'idée, c'est de faire le lien entre toutes les initiatives et les projets qui ont été organisés par les étudiants de l'université et aussi de fêter les 40 ans de l'université Savoie-Mont-Blanc cette année. Il y aura également une soirée de clôture au musée des Beaux-Arts de Chambéry le 11 avril et puis vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'université directement.
Tu as choisi de nous parler également des 36e Jeux aériens au CESI. Oui, Victoria, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire de cet événement. Pas du tout. En fait, tout a commencé le 15 avril 1979, vers 8h30. Il y a une montgolfière, la montgolfière Guerlain, qui s'est posée au col des Saisies. Donc, on a un certain Pascal Meunier qui a été fasciné par cette arrivée sur les pentes de la station. Et donc, il a convaincu ses amis de faire revenir des montgolfières et d'instaurer du coup ce bel événement. 2 ans plus tard, 16 montgolfières ont été de la partie et l'association des sports aériens des Saisies a été lancée. C'est la 36e édition cette année, donc voilà, ça a continué. Et 25 montgolfières y sont attendues. Il y aura donc des baptêmes de l'air gratuits en vol captif. Donc le vol captif, c'est en fait, la montgolfière est quand même arrimée au sol par des cordages et elle effectue des ascensions à une hauteur maximale de 25 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal quand même. Et ça se passera dans la zone des carrés en bas de la station des Saisies. Il y aura également un lâcher de mini montgolfières en papier et d'autres animations musicales sur les 2 jours. Donc ça se passe samedi et dimanche et c'est gratuit. Si on ne veut pas prendre trop de hauteur, on peut sinon participer à un jeu de piste nocturne. Oui, une façon originale de découvrir le patrimoine d'Arvillard, qui est une petite commune sur la frontière entre l'Isère et la Savoie. Ce sera donc ce samedi 23 mars. Rendez-vous à 18h30 à la salle de la Joie de Vivre avec une lampe de poche et des vêtements adaptés puisque c'est une course d'orientation. Il faut donc retrouver des balises qui sont cachées un petit peu partout. Il y a 2 parcours possibles, un familial qui est adapté aux jeunes enfants et un peu plus sportif d'environ 9 km avec un petit peu de dénivelé. Certaines balises sont équipées d'un QR code, donc c'est un code barre numérique pour aller accéder à des informations sur Internet, pour retrouver des informations détaillées et historiques sur la commune. Le retour à la salle est prévu au plus tard à 22h. L'idée, c'est de partager un bon casse-croûte tous ensemble et de faire un petit retour d'expérience. Au niveau des tarifs, c'est très correct. C'est 2 € par adulte, 1 € par enfant. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur sa commune si on y habite ou de la découvrir si on est de passage dans le coin. Donc voilà, toutes les infos sont sur arvillardpatrimoine.fr. Ça a l'air très sympa en tout cas. L'incontournable glisse en cœur revient au Grand Bornand. Oui, alors je fais pas très long puisqu'on a reçu Marianne Bréchu de l'association Étoile des Neiges ce mercredi sur notre plateau. Mais voilà, j'étais obligée quand même d'en parler. Ça se passe aujourd'hui, demain et donc samedi et dimanche. C'est 24 heures de ski en relais et de concert au profit d'une cause du samedi 14h au dimanche, même heure. Cette année, c'est 2 associations, donc Étoile des Neiges et l'association Grégory Marchal, qui sont là pour lutter contre la mucoviscidose et rendre un peu la vie des personnes atteintes plus douce. Sur le site, quand j'y suis allée tout à l'heure, il y avait déjà plus de 414 000 € récoltés. Le compteur est encore ouvert. L'idée, c'est de donner, d'encourager des équipes, puisque voilà, l'esprit de Glisse en Cœur, c'est d'inscrire des équipes qui vont skier, se relayer, et l'équipe qui sera gagnante, en fait, sera l'équipe qui aura récolté le plus de dons. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes dans votre entourage qui font partie d'une équipe, à aller les aider. Et tous les dons sont reversés aux associations. Donc voilà, une bonne cause. Une belle initiative. On prend du temps pour soi et on se relaxe à la Turbine Science à Annecy. Oui, il y a une exposition en cours qui s'appelle Clock, les horloges du vivant, jusqu'au 1er septembre 2019. Et dans le cadre de cette exposition-là, on peut se relaxer et prendre son temps ce samedi 23 mars de 10h à 11h30 à la Turbine. C'est un cours d'initiation au yoga nidra, aussi appelé le yoga du sommeil. On est dans la journée du sommeil aujourd'hui. Ça se pratique le plus souvent en position allongée sur le sol. L'idée, c'est vraiment de se laisser guider par la voix et de se relaxer. Ce sera la professeure Catherine Schlosser qui fera des exercices de relaxation et de méditation. Au niveau des tarifs, c'est à 5 € et on peut s'inscrire directement auprès de la Turbine. J'espère qu'il reste des places. Si jamais il y a une session de rattrapage le 27 avril, même heure. Voilà, et sachez que si vous vous inscrivez au cours, vous avez aussi un billet pour entrer à l'exposition qui se terminera le 1er septembre. On a parlé du carnaval vénitien d'Annecy, là on parle du carnaval tout court. Voilà, ce samedi 23 mars, dès 15h15, dans les rues de la commune déléguée d'Annecy. Le thème de cette année, c'est les pays d'Europe, donc il y a différents points de départ avec des pays différents. Vous pourrez donc vous croire en Italie dans les quartiers Plaine et Parmelan, croiser des vikings et légendes scandinaves au Novelle et au Tep, un parfum d'Espagne dans les quartiers sud, Vaugelas, Balmette, Lauverchie, et être habillé tout en vert pour représenter l'Irlande dans les quartiers Romain et Carnot. Donc tous seront réunis pour une finale en fanfare place Notre-Dame, et vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site lemikado.org.
Un tout petit mot sur Tous en Broc Très pour rapide, terminer. on est à la bourre. Oui, première diffusion de notre nouvel épisode de Tous en Broc avec Sophie ce soir à 21h30. L'idée, c'est d'annoncer la brocante de la vieille ville d'Annecy qui se déroule tous les derniers samedis du mois. Donc le prochain est le samedi 29 mars. On fait un petit tour sur les objets publicitaires, comment bien les dénicher, quoi savoir. Voilà, plein de petites choses très sympas et on vous explique aussi d'où vient le mot gadget. Voilà, il y a des infos à prendre sur cette émission. Merci Camille, hâte Merci. de voir tout ça. Bon On te week-end. retrouve vendredi prochain et je vais accueillir Fanette pour le rappel des titres. Alors, on me dit de dire qu'il y a eu une petite erreur dans la date. Camille a dit 29 mars et c'était le 30, je crois. Ah bah c'est Voilà. réparé en tout cas, cette erreur. Concernant le JT, on verra les troupes de montagne. Oui, qui ont reçu la visite de Florence Parly, la ministre des Armées, hier soir au 27e BCA à Crangevrier. Elle a notamment annoncé une prime de technicité pour les troupes de montagne. Donc on en reparlera. Et on reviendra aussi sur la journée du sommeil. C'est aujourd'hui, 22 mars. L'un des 6 centres agréés de la région se trouve au centre hospitalier Alpes-Léman. Donc on ira y faire un tour avec Jean-Paul Crespi. C'est tout de suite dans le journal de la rédaction. À tout de suite après la pub.